Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Sale temps pour les patrons. Les ex-dirigeants du groupe de défense Safran et de la compagnie Air France sont privés de chèques de départ. Sous la pression de l'État, les assemblées générales de ces deux sociétés ont refusé d'accorder pour l'un parachute doré et retraite chapeau et pour l'autre l'indemnité est invalidité. Tout cela intervient avant la mise en place d'une mesure visant à limiter l'écart salarial dans les entreprises publiques. L'heure est donc à l'exemplarité. Et puis depuis longtemps, la guerre était larvée. Elle est depuis quelques jours déclarée et elle gagne même en intensité. Entre les trois prétendants à la présidence de l'UMP, la compétition est féroce. Avec une belle cote de popularité, François Fillon bouscule son image et se place au centre du jeu. Jean-François Copé a pour lui l'appareil du parti et de nombreux soutiens. Quant à Alain Juppé, même s'il entretient le mystère sur ses intentions réelles, son ambition est intacte. Mais la guerre des trois pourrait être perturbée par un quatrième homme. Certains craignent en effet un comeback de Nicolas Sarkozy, spectacle garanti donc à droite. On en parle avec Alain Auffret ce soir, il est journaliste à Libération. Et notre invité politique sur ce sujet et d'autres, c'est le vice-président du Front National, lui, à Lyon, dans un instant. Avant même d'avoir mis un pied en France, Vladimir Poutine a annoncé la couleur. Aucune pression ne le fera changer de position sur la Syrie. Le président russe, qui arrivera demain à Paris, a donc envoyé un signal fort à François Hollande, qui souhaite faire évoluer la position du Kremlin après le massacre de Oula. Notre invitée sur ce sujet, Marie Manras, elle est politologue au CNRS et auteure de Russie, l'envers du pouvoir. Voilà pour votre programme du 22h ce soir. Merci d'être en notre compagnie. Les patrons font face à l'affront de leurs actionnaires. Des actionnaires de plus en plus sensibles, semble-t-il, aux règles de moralisation édictées par le gouvernement. C'est le cas pour Air France et pour le groupe de défense Safran. Les deux anciens dirigeants se sont vus refuser leur chèque de départ. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. C'est presque sans surprise que l'Assemblée générale d'Air France-KLM a refusé de valider la prime versée à l'ancien directeur général du groupe Air France, Pierre-Henri Gourgeon. La volonté du gouvernement d'agir sur les salaires des dirigeants des grands groupes publics a donc eu raison de ces 400 000 € promis à l'intéressé. Tout au long de la journée, les échanges ont été vifs au sein de l'Assemblée générale. Le président d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a même été conspué par les actionnaires présents, peu convaincu par son argumentaire sur des rémunérations exceptionnelles. Comme pour calmer la polémique, il a annoncé publiquement renoncer à tout parachute doré à son départ. Ces turbulences internes s'ajoutent à celles que rencontre déjà la compagnie aérienne. Plan social, gel des salaires, des embauches et des investissements. On demande à tout le monde de faire des économies, je pense que les salariés l'ont bien compris. On a accepté, nous les partenaires sociaux, le gel des salaires sur 2012 et 2013 sans faire de barouf là-dessus parce qu'on s'est dit qu'effectivement il fallait peut-être faire quelque chose. Dans le même temps, aujourd'hui, donner 400 000 € à M. Gourgeon qui n'a pas vraiment fait grand-chose pour Air France et ses filiales, c'est littéralement honteux, inacceptable. Reste à savoir si l'ancien directeur remboursera sa prime. Les syndicats en font une question de moralité. Et nous pensons au SNPNC que l'exemple doit venir d'en haut. Et l'exemple d'en haut, c'est forcément du directeur général. Ce ne serait pas une première. Henri Proglio avait renoncé à sa double rémunération, quittant Veolia à la demande de Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances. Et dans l'actualité, l'imbroglio qui se poursuit à la CGT autour de la succession de Bernard Thibault. Ce dernier a été à nouveau désavoué par le Parlement du syndicat qui a rejeté la candidature de Nadine Prigent. L'insistance de Bernard Thibault à voir une femme lui succéder dans un an et aussi à barrer la route au monsieur retraite de la CGT, Éric Aubin, participe, semble-t-il, du malaise actuel. La direction de la CGT est chargée à présent de définir une méthode et un calendrier. La Commission européenne à présent ne prend pas de gants pour dire à la France qu'il faut faire plus d'efforts. Pour Bruxelles, Paris est sur la mauvaise voie, avec des déséquilibres sérieux qui rapprochent l'Hexagone de la situation de l'Italie ou encore de la Slovénie. De son côté, le gouvernement français maintient qu'il reste bien sur sa trajectoire de réduction des déficits publics, mais Bruxelles est loin, très loin d'être convaincue. Les détails avec Florence Maurice. Oui à la réduction des déficits, mais pas question de se laisser dicter la méthode par Bruxelles. Aux recommandations inquiètes de la Commission européenne sur son programme économique, le gouvernement répond avec fermeté. C'est à nous aussi de définir notre voie pour la compétitivité à la française. Qu'on nous laisse aussi mener notre politique économique, notre politique sociale, cette politique de redressement dans la justice.
Entre Paris et Bruxelles, les divergences sont profondes. Et certaines recommandations de la Commission sont un désaveu complet des promesses électorales de François Hollande. Maintenir la TVA sociale, que François Hollande veut supprimer, assouplir le marché du travail pour faciliter les licenciements, ne pas toucher au SMIC qui pourrait justement être réévalué, et aussi aller plus loin dans la réforme des retraites, alors que le gouvernement s'apprête à rétablir le départ à 60 ans pour certains salariés. La Commission, sachant que le gouvernement et une nouvelle majorité viennent de s'installer, veut exercer une pression pour pas qu'il y ait des politiques qui soient totalement contradictoires avec ses orientations. Donc elle le fait de manière un petit peu insistante, mais pour le moment, elle a très peu d'éléments de fait pour juger de quelle sera la politique du gouvernement. Si la France ne respectait pas son engagement d'un déficit à 3% en 2013, Bruxelles envisage de prendre des sanctions. Le gouvernement promet donc bel et bien des économies, mais pas avant la fin du mois de juin. Manière de ne pas trancher avant les élections législatives. Et puis cette question, ce soir, Alain Juppé va-t-il sortir du rôle de sage qu'il affectionne pour descendre dans l'arène et se joindre à la guerre des chefs à l'UMP? Pour l'heure, en tous les cas, il dément être candidat à la présidence du parti et nie avoir déclaré être le mieux capé pour la fonction. On voit tout cela avec Elisa Bertholomé. Alain Juppé, le plus capé pour l'UMP. Selon l'hebdomadaire Paris Match, la position de l'ancien Premier ministre est claire. Entre Jean-François Copé et François Fillon, il n'y a pas photo. Le meilleur, c'est lui, Alain Juppé. En campagne pour soutenir la candidature de Benjamin Lancard à Paris, l'intéressé réfute ses propos. Je regrette tout à fait qu'une mauvaise interprétation de ce que j'ai pu dire alimente d'une manière ou d'une autre ces commentaires. Moi je suis là pour aider, pour rassembler, pour unir et pour rien d'autre. Et vous ne pensez pas au mois de novembre pour le moment? Nous sommes en juin, il ne va pas échapper. Non, pas encore, nous sommes le 31 mai. Pas question donc de donner l'image d'un parti divisé. Jean-François Copé ne dit pas autre chose. Le secrétaire général de l'UMP a tranché. Le débat est clos avant même d'avoir commencé. Les discussions auront lieu plus tard, en novembre, au moment du congrès. Et les chefs l'affirment, novembre c'est loin, cap d'abord sur les législatives. Chaque chose, bon d'abord je gagne les législatives, mais ensuite je vous réponds. Non, mais moi j'ai l'honneur de recevoir Alain Juppé aujourd'hui, vous avez beaucoup de militants qui sont là, on a l'honneur de recevoir un homme d'État et qui va au-delà des clivages gauche-droite. Benjamin Lancard à la cote auprès des ténors du parti. Avant Alain Juppé, François Fillon était venu le soutenir. Même Jean-François Copé pourrait se déplacer, comme s'il fallait se montrer aux côtés du président des Jeunes Populaires pour espérer la présidence de l'UMP. Et nos invités ce soir, invités politiques, Louis Alliot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes vice-président du Front National. Avec nous également sur ce plateau, Alain Offray, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Libération et auteur du livre Les loups et les chiens, la droite sous Sarkozy, paru en 2011. Ça fait déjà sourire Louis Alliot. Oui, le titre qui vous inspire? Oui. Oui. Sur les loups. Mais enfin, d'un autre côté, les loups ne se mangent jamais entre eux. Donc, mais il y en a partout, non, dans tous les partis? Oui. Oui, bon, alors... Il y a quelques ours aussi. Oui. Vous nous direz la différence. Alain Offray, la compétition, pour ne pas dire la guerre, a semble-t-il commencé à l'UMP à moins de 15 jours des législatives. Est-ce qu'à droite, les chefs ont acté ou anticipé la défaite à ce scrutin? En tout cas, c'est vrai que dès lors que la compétition est engagée, elle n'a de sens que si l'opposition reste dans l'opposition après les législatives. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, la question du Premier ministre se pose, etc. Donc, de fait, qu'ils le reconnaissent ou non, cette situation-là, c'est une manière d'anticiper quand même une défaite assez probable aux élections législatives. Louis Alliot, j'imagine qu'au Front National, vous regardez ce spectacle avec délectation. Non, pas nécessairement, mais simplement, on se demande vraiment quelle est la différence entre les uns et les autres. Moi, je ne vois pas la différence qu'il peut y avoir entre M. Copé, M. Juppé, M. Fillon. J'avoue que là, on parle de deux droits, de deux philosophies. La droite de Copé serait plus proche de celle de Sarkozy, la droite de Fillon plus sociale. Mais non, ça n'a rien à voir. Voilà, ils sont tous engagés dans un processus, on en parlera tout à l'heure, européen. Pour être social, pas social, voilà, vous êtes tenus à des règles. C'est les règles qu'ils ont voulu. Ils ont voulu Maastricht, ils ont voulu Amsterdam, ils ont voulu Lisbonne, ils l'ont. Et maintenant, ils s'agitent pour des querelles d'ego et pour prendre la tête d'un appareil partisan en ayant dans l'idée, en se rasant tous les matins, qu'en 2017, il y a une élection présidentielle. Je pense que le système est pervers de ce point de vue-là. On ne parle plus d'idées, on parle d'élection pour une élection, et c'est ça qui est dramatique. Alors, Offray, il n'y a pas différentes philosophies, différentes droites entre ces trois hommes?
Je suis assez d'accord sur le fait que c'est quand même pas évident. C'est-à-dire que, de fait, François Fillon est plus, avec son héritage séguiniste, un gaulliste social. Copé a un profil plus libéral, mais en vérité, on a vu que dans son séjour à Matignon, Fillon a été quand même un défenseur de l'orthodoxie budgétaire. Moi, si je devais caractériser la différence, elle est plus dans la manière de faire de la politique, en fait. Dans le tempérament, dans le style, dans des tas de choses qui sont pas tout à fait négligeables. Hein. C'est ça qui différencie vraiment Jean-François Copé, qui est dans une stratégie de conquête. Il dit où il veut aller et il s'en donne les moyens, et absolument tous les moyens. À l'inverse, François Fillon trouve qu'il est indécent en politique d'afficher des ambitions, des objectifs. Tout dépend des circonstances, dit-il. Et il est d'une certaine manière exaspéré par la manière de faire de Jean-François Copé. Et à mon avis, c'est d'ailleurs un petit peu ce qui est à l'origine de sa propre ambition, qui n'est pas dans sa nature. On parle d'une guerre des trois, mais il semble qu'il y ait une ombre aussi, peut-être un quatrième homme. Est-ce qu'il faut vraiment, on s'est déjà parlé de lui, oui. Nicolas Sarkozy? Alors, moi, non, c'est difficile. Mais ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on commence à l'UMP aujourd'hui. Alors, vous entendez cette petite musique qui dit que il va revenir mettre tout le monde d'accord, et puis il va mettre de l'ordre dans tout ça, etc. Effectivement, mais c'est quand même extraordinaire de dire ça. Alors 3 semaines après sa défaite, il va revenir. D'ailleurs, il va revenir de fait. Hein, il va pas mais rester. Louis Alliot, qui est expérimenté en politique, sait qu'on n'est jamais mort en politique. On peut toujours revenir. Oui. Il peut donc revenir. Mais il a quand même été à la plus haute fonction de l'État et il a perdu. Hein, et alors qu'il était président de la République, c'est quand même moins facile que pour d'autres qui n'ont jamais été à la plus haute fonction. Donc je ne pense pas, moi, à un retour, en tout cas immédiat, de Nicolas Sarkozy. Et puis il a plutôt intérêt de regarder dans la corrida le nombre de taureaux qui s'affrontent. Il va regarder, il va parler sans doute. Hein, il va passer des messages. Il téléphone beaucoup. Oui, trop, disent certains. Oui, on me disait moi cet après-midi qu'il allait peut-être en réunir un certain nombre la semaine prochaine. Ça m'a été d'ailleurs démenti aussitôt par les intéressés. Mais enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a une petite musique comme ça en ce moment. Non, si vous voulez, il y a un scandale politique dans cette affaire, c'est que l'UMP est en train de se battre pour la place. Et tout en disant aux électeurs, nous voulons une cohabitation, nous voulons gagner l'élection. Voilà, tout ça, c'est pour amuser la galerie. Ils savent qu'ils ont perdu l'élection et ils sont déjà dans le coup d'après. Et ils disent, bon, écoutez, pour l'élection, on est unis, mais après, très certainement, ce sera la guerre des chefs. Et ça, c'est vraiment prendre les électeurs pour des imbéciles. Regardez ce que dit Jean-François Copé. Il a encore répété, voter Front National au législatif, c'est donner tous les pouvoirs à la gauche. C'est-à-dire que lui, Alliot, le Front National, vous êtes les alliés involontaires, mais alliés quand même des socialistes. Oui, non, mais ça, c'est la tarte à la crème de M. Copé. Mais enfin, c'est pas nous qui avons fait basculer le Sénat à gauche. Ce n'est pas nous qui avons perdu les principales mairies de France. Ce n'est pas nous qui avons laissé les régions à la gauche. Ce n'est pas nous qui avons laissé la majorité des conseils généraux à la gauche. Enfin, voilà, ils sont sur une dynamique de l'échec, l'UMP, et ils tentent comme ils peuvent de se raccrocher aux branches en essayant de faire porter le chapeau à d'autres. Vous savez, je crois que les électeurs sont des gens responsables, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Monsieur Hollande a été élu président, on voit déjà un certain nombre de marches arrière dans beaucoup de domaines, et je pense qu'aujourd'hui, l'UMP apparaît pour un parti un peu moribond, un peu dépassé, déjà une organisation du passé. Vous l'avez déjà enterré? On l'a pas enterré, mais aujourd'hui on voit bien. Non, mais Marine Le Pen, on est sur une dynamique et Marine Le Pen apparaît être pour demain une force, je crois, et un pôle de rassemblement pour l'avenir. Alain Onfray, une question cruciale qui va se poser à droite lors de ces législatives. Si un candidat Front National se trouve en bonne position, en position de l'emporter face au candidat PS, que va faire la droite? Parce que certains appellent au Front républicain et d'autres au fameux ni FN, ni PS. Il n'y a pas de ligne claire. Il n'y aura rien. Ils s'efforceront de ne rien dire s'ils y arrivent, ce qui sera compliqué avant avant l'entre-deux tours. Pendant l'entre-deux tours, ils parleront publiquement de ça. Moi, mon pronostic, je me trompe peut-être, mais mon pronostic, c'est que assez majoritairement, ils seront quand même sur une ligne de Front républicain, plutôt. Je vois mal qu'ils prennent le risque de faire passer des candidats du Front. Voilà qui serait clair, lui, Alliot. Mais je me trompe peut-être. Mais pour moi, c'est clair depuis longtemps. Vous savez, au cantonal, ils ont appelé à voter à gauche, et systématiquement, ils le font. Il y a chez eux un comportement suicidaire, donc ils vont aller au bout de leur processus. Alors, la sécurité est au cœur de la campagne, des législatives aussi, de votre campagne à Perpignan. On va écouter sur ce thème le ministre de l'Intérieur invité ce soir sur France 2, c'est Manuel Valls. On l'écoute sur ce sujet. Il faut concentrer l'effort de la police et de la gendarmerie là où c'est le plus indispensable. Ce sera ça votre ligne directrice? Oui, bien évidemment. Il faut on prend dans les beaux quartiers et on met là où c'est plus difficile. Mais tous les Français ont le droit d'être protégés.
Voilà peut-être la méthode Manuel Valls, concentrer les efforts et les effectifs là où il en faut. C'est logique. Oui, c'est effectivement logique. Ça a été fait d'ailleurs, ils ont tenté de le faire, mais au-delà de l'aspect sécuritaire des forces de l'ordre, il y a aussi un problème de philosophie. Parce que la délinquance aujourd'hui, elle est polymorphe, elle est de différentes natures. Et dans cette insécurité, il y a la drogue, par exemple. Je n'entends personne parler de la lutte première que nous devons faire contre la drogue. Il y a les phénomènes de bande que l'on connaît maintenant depuis 20 ans en France et rien n'a été fait. Il y a des problèmes de communauté, il y a des problèmes de trafic d'armes, il y a des problèmes de trafic d'humains, de clandestins. Mais tout cela, effectivement, le ministre de l'Intérieur nous dit aujourd'hui, il faut mettre... C'est ça, l'une de ses premières interventions, elle n'a pas eu le temps de parler de tout ça. Non, mais il faut mettre des effectifs là où il faut. Très honnêtement, je ne pense pas que M. Valls, il le dit avec d'autres mots, là encore, change la politique qui a été celle des autres, parce que M. Sarkozy avait été ministre de l'Intérieur pendant longtemps, ensuite ça a été M. Hortefeux, puis M. Guéant, et ils ont essayé de faire du vent avec des policiers, mais si vous ne donnez pas les ordres aux policiers pour rétablir l'ordre, vous ne rétablirez pas l'ordre, et là c'est un problème de philosophie politique, et je ne pense pas que M. Valls, avec le gouvernement qui l'entoure, soit sur une dynamique plutôt sécuritaire. Votre réaction ce soir sur la circulaire Guéant qui restreint la possibilité pour les étudiants diplômés de travailler en France, elle a été abrogée ce soir par le gouvernement. C'était une promesse de François Hollande. Écoutez, la circulaire Guéant était un coup de pub pour le gouvernement UMP de l'époque. Bien, la gauche a fait aussi son coup de pub pour retirer la fameuse circulaire. Ça ne changera rien au problème de fond sur l'accueil des étrangers en France, sur les conditions dans lesquelles on peut les accueillir, et notamment les étudiants, et surtout ceux dont personne ne parle, sur le vide qu'ils laissent dans leur pays d'origine, et sur le fait qu'une élite... Ils ont choisi de venir aussi. Ils laissent un vide, mais ils ont choisi de venir parce que chez eux, c'est la misère. Moi, je j'en connais beaucoup. S'ils ont quitté en général leur pays, c'est que soit il y a de la misère, soit il y a la guerre. Mais dans tous les cas, ils veulent effectivement se faire former en France, mais ils aimeraient bien retourner chez eux. Sauf que chez eux, il y a des dictateurs que la France entretient souvent, où il y a des mafias au pouvoir. Oui, il y a eu le printemps arabe qui est passé par là aussi. La donne a changé. La donne a changé. Le printemps arabe, pour l'instant, fait fuir des populations et ne fait pas revenir les populations qu'il y a chez nous. Vous avez des chiffres qui l'attestent ? En Libye, l'immigration libyenne, en Tunisie, avec les islamistes qui arrivent au pouvoir, en Égypte demain, l'Algérie, on ne sait pas ce qui s'y passe, donc on ne peut pas savoir, mais dans tous ces pays-là, les printemps arabes, s'ils étaient nécessaires, en tout cas, aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont leurs limites et qu'ils ont beaucoup d'inconvénients à ce qui était déjà pour beaucoup des dictatures laïques. Galliot, sur la scène intérieure, le Front National a dit qu'il serait le principal opposant à la gauche au pouvoir. Mais on a l'impression que vous avez du mal à trouver vos marques, à critiquer les actions de moralisation du gouvernement, de coups de pouce au SMIC, de revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire. Vous allez vite en besogne. Vous êtes d'accord avec toutes ces actions ? Ah oui, mais j'ai constaté qu'on a mis 34 ministres qui coûtent plus cher que le gouvernement précédent de Nicolas Sarkozy. Vous avez remarqué qu'ils ont baissé leur salaire, qu'ils prennent le train. Même en baissant leur salaire, comme il y a plus de ministres, ça coûte plus cher. Excusez-moi, des calculs d'épicier ? Les calculs d'épicier, c'est la gauche qui les a fait en disant que le gouvernement coûtait plus cher. Moi, je suis effectivement d'accord pour qu'on aligne les salaires, les rémunérations des ministres sur ceux des députés. Vous voyez, je suis encore plus radical en la matière. Concernant le SMIC, ça va être une petite hausse, on ne sait pas de combien d'ailleurs. Et puis vous aurez remarqué, puisque je pense qu'on va en parler, l'Union européenne a pris son petit marteau en tapant sur la table en disant « Attention !» On va en parler tout de suite. Alain Onfray, UMP et FN sont encore, selon vous, en rodage face à une gauche au pouvoir ? Oui, enfin, tout à l'heure en voyant Manuel Valls, je pensais à ce qu'on entend beaucoup dans les coulisses de l'UMP, c'est qu'ils attendent avec gourmandise les premiers clashs entre Valls, qui incarne la dimension régalienne un peu dure et sérieuse, entre guillemets, de la gauche, et Christine Taubira. Voilà. Donc ils sont encore à épier quand même des vrais gros couacs qui ne sont pas quand même encore arrivés, oui, évidemment. Sur les actions du gouvernement, on a l'impression qu'il n'y a pas de prise. Excusez-moi, il n'y a pas d'action. J'ai écouté M. Moscovici ce matin qui disait, écoutez, ça fait 15 jours que nous y sommes. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il y a l'entrée en vigueur immédiate du 1 sur 20, du 1 à 20 dans l'échelle de salaire dans les entreprises. C'est pas rien. Oui, mais M. Galliot ne peut pas le critiquer, il est d'accord.
Oui, sur ça aussi d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Donc c'est compliqué d'être dans cette opposition. Non, je suis d'accord pour qu'il y ait des rémunérations qui ne soient pas des rémunérations, on peut dire, ostentatoires, voilà, par rapport à ce que gagne un salarié moyen. Ça, c'est vrai. Mais on s'est aperçu que dans le grand patronat, vous savez, les riches patrons sont bien partagés entre la droite et la gauche. Et encore une fois, je demande à voir et à bien étudier au cas par cas ce qui se passera. Oui, mais c'est la gauche qui le fait quand même. Oui, écoutez, pour l'instant, elle parle. En regardant. Alors, vous avez parlé d'un sujet important. Les difficultés arrivent. Bruxelles tense Paris et met en garde contre les dérapages des déficits publics. Est-ce qu'il faut tenir compte de cette alerte, de cette mise en garde? Je sais pas, moi, vous savez, je pense que il n'y a plus de général de Gaulle en France. Je ne suis pas gaulliste, mais il est évident qu'il y a un gros problème avec l'Europe. Mais encore une fois, je rappelle la phrase un peu prophétique de François Mitterrand. J'ai été le dernier président de la Ve République. Après moi, l'Europe, la mondialisation. Références de Gaulle et Mitterrand. J'ai des références, bien évidemment. Mais, à droite comme à gauche. et nous y sommes. Oui. Maastricht, Amsterdam, Lisbonne, la Constitution européenne que M. Sarkozy avait fait voter par le Parlement alors que le peuple français l'avait rejetée. Nous sommes dans une prison. Et nous avons des matons qui nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais M. Hollande l'a accepté, M. Sarkozy avant l'avait accepté, avant lui M. Chirac. Mais est-ce que ces matons, pour reprendre votre expression, ne le disent pas pour le bien du pays, pour qu'ils prennent la route, la bonne ? Rien à faire, sinon renégocier de fond en comble les fondements de l'Europe et notamment le dogme de la concurrence libre et non faussée. C'est au nom de ce dogme de la concurrence libre et non faussée aujourd'hui qu'il y a tout ce que l'on voit, les mesures d'austérité pour tenter de retrouver une compétitivité sur le dos de quoi? Des entreprises, des commerçants, des artisans, des contribuables en général. Moi je pense que nous allons à l'échec et à la catastrophe. Mais encore une fois, il y a eu des promesses de fait. Il y a des citoyens qui attendent, mais notre position, nous au moins, elle est claire. Nous voulons rebâtir une autre Europe. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Pour terminer, Alain Onfray, l'Europe sera forcément au centre des débats, à droite, à gauche. Oui, sûrement. On entendait tout à l'heure Pierre Moscovici dire, en réponse à Bruxelles, laissez-nous trouver la voie, notre voie française, socialiste française, sur le chemin de la croissance. Et toute la question est de savoir si ce chemin-là existe ou si Hollande est condamné à devenir le Schröder français, ce qui n'était pas dans ses engagements. Dans les prochains jours et les prochains mois. Merci beaucoup, Louis Alliot. Merci Alain Onfray d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Les électeurs irlandais ne se sont pas déplacés en masse. Ils étaient appelés aux urnes pour dire si oui ou non ils acceptent le pacte budgétaire européen. Je pense de façon pragmatique que nous avons besoin d'accéder à ce fonds. Et c'est pour cela que j'ai voté oui. Mais je dois dire qu'en principe, je n'aime pas trop ce à quoi ça correspond. Peu d'enthousiasme donc pour ce scrutin. Si le oui sort favori des sondages, le rejet de l'austérité et une faible participation pourraient bien faire basculer le vote. Le résultat est attendu pour demain. 3 ans après l'application de la loi sur l'audiovisuel, le Sénat dresse le bilan et il est plutôt étonnant puisque dans leurs conclusions, les deux auteurs, David Assouline et Jacques Legendre, ne sont pas forcément d'accord. De son côté, le sénateur socialiste est très critique sur la suppression de la publicité à France Télévisions. Il dénonce une réforme mal pensée car mal financée, tandis que le sénateur UMP estime la loi satisfaisante et complète. Désormais, ce ne sont plus 15 300 € que les Français pourront placer sur leur livret A, mais le double. La ministre du Logement, Cécile Duflot, l'a confirmé ce matin. Le nouveau plafond atteindra 30 600 €. En revanche, elle n'a pas précisé sa date de mise en œuvre. Selon la ministre écologiste, cette mesure va permettre la construction de nouveaux logements sociaux. François Hollande n'a pas pu rencontrer Vladimir Poutine absent au sommet du G8. Un premier rendez-vous manqué donc, mais vite reprogrammé, puisque les deux chefs d'État dînent ensemble demain soir à Paris. Au menu notamment le dossier syrien. François Hollande espère convaincre son homologue russe de durcir les sanctions contre Bachar al-Assad. Les deux chefs d'État évoqueront également les dossiers économiques.
Et nous allons justement évoquer cette visite prévue demain, donc vendredi, de Vladimir Poutine à Paris, où il sera beaucoup question de Syrie avec notre invitée ce soir, Marie Mendras. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes politologue au CNRS, directrice de l'Observatoire de la Russie au CERI Sciences Po et auteur d'un livre Russie à l'envers du pouvoir. Alors, avant même d'avoir foulé le sol français, Vladimir Poutine a répondu à François Hollande. Le président russe prévient qu'il ne changera pas sa position sur la Syrie. Est-ce qu'il faut s'attendre d'ores et déjà à un statu quo ? Bien sûr, François Hollande ne réussira pas à faire bouger la position de Vladimir Poutine. Et ce n'est pas pour ça que Poutine vient faire une petite tournée en Europe. Dites-nous pourquoi. Il vient pour consolider les relations politiques, commerciales, et je pense qu'il sera bien reçu par le nouveau président français qui souhaite lui aussi consolider une relation privilégiée avec Moscou. Donc malheureusement... n'attendons pas de grandes avancées sur le dossier syrien qui pourtant est absolument dramatique. Nous allons évoquer ensemble les raisons profondes de ce soutien indéfectible de la Russie à la Syrie. Mais déjà, est-ce que sur la forme, s'opposer ainsi notamment aux États-Unis, c'est montrer la puissance russe? C'est pour exister. Oui. C'est sur le principe. C'est difficile à dire quand on observe une situation aussi dramatique en Syrie. Mais pour les dirigeants russes, la situation est plutôt porteuse, puisque grâce à leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, tant que la situation dure, on courtise Moscou. Et Moscou espère monnayer une évolution de sa position. Alors que nous, les Européens, les Occidentaux, nous sommes dans une situation qui devient de plus en plus problématique, d'autant plus que nous avions agi en Libye. Mais qu'est-ce qu'il représente, Bachar al-Assad, pour Vladimir Poutine? C'est la grande question. Parce qu'à long terme, il est clair que les Russes vont être perdants. C'est-à-dire que le régime syrien ne va pas tenir éternellement et que le seul grand pays qui soutienne Bachar el-Assad presque jusqu'au bout, probablement, sera nécessairement perdant. Mais je pense que Vladimir Poutine ne raisonne pas ainsi. D'abord, il a une vision à court terme. Il veut consolider son pouvoir à l'intérieur de son pays, pouvoir qui a été sérieusement ébranlé par les élections et les grandes fraudes du mois de décembre et du mois de mars. Et en effet, vous avez raison, il a toujours une vision un peu guerre froide d'une relation avec la grande superpuissance qui est les États-Unis. Et donc sa façon de voir, c'est que ce sont les États-Unis qui ont voulu l'intervention en Libye, ce sont les États-Unis qui veulent une intervention, un changement de régime en Syrie, donc la Russie doit à tout prix s'y opposer. Et puisque vous parlez de ce parfum de guerre froide ce soir, les États-Unis déclarent que les livraisons d'armes de la Russie à la Syrie sont condamnables. Le ton monte clairement au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les relations entre les deux grandes puissances peuvent être altérées. Les relations entre Moscou et Washington sont fraîches en ce moment, très fraîches. Mais finalement, Poutine, à mon avis, aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de camper sur ses positions. Et c'est ça qui est dramatique. D'une certaine manière, il y a un petit peu un parallèle entre un Vladimir Poutine qui a peu de perspectives d'évolution chez lui en Russie, qui a quand même conduit une terrible guerre en Tchétchénie, qui fait partie de la Fédération de Russie, et de l'autre côté, le dictateur syrien, qui est au pouvoir depuis longtemps et qui a décidé d'aller très très loin pour conserver son pouvoir. Pour terminer, Marie Mendras, je voulais savoir comment le président français, François Hollande, il est perçu par les Russes et par Vladimir Poutine. On a souvent dit avant, pour les États-Unis, qu'il était un inconnu, qu'on le découvrait, que les Américains le découvraient et les Russes encore plus. Je ne peux pas vous dire comment Poutine et ses conseillers voient Mais dans les journaux, peut-être, comment il est perçu. Alors, d'abord, les Russes ne pensaient pas une seconde que Nicolas Sarkozy pouvait perdre. Parce que quand on est au pouvoir, pourquoi le perdre? Ils n'avaient pas de sondage, ils n'avaient pas les sondages. Donc, bien entendu, ils ne se sont pas préparés. Mais il me semble que la lecture qu'ils font, qui est toujours un peu primaire, est que François Hollande, étant socialiste, sera plus anti-américain
prendra plus ses distances et donc pour être finalement peut-être un interlocuteur. Toujours regarder à travers le prisme. Voilà, un interlocuteur un petit peu plus malléable, mais je pense qu'il se trompe. Nous verrons tout cela ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci pour votre analyse. C'est la fin de ce journal. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, le magazine du web politique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, mon président sur le web. Quelle présence numérique pour le président de la République? Comment passe-t-on de candidat à président sur le net? Quelle stratégie pour l'Élysée sur les réseaux? Le nouveau gouvernement sera-t-il actif sur Twitter? C'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par François Goulin. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, disait sans rire Henri Queuille, le mentor corrézien de François Hollande. Le site, lui président, vient justement faire l'inventaire des promesses tenues et des gros mensonges. Lancé au lendemain de l'élection de François Hollande, il passe au crible les dizaines de petites phrases où le candidat PS s'est engagé à agir. La parité au gouvernement, c'est fait. Le code de déontologie des ministres, ok. Le gel du prix de l'essence, raté. Le site précise également s'il peut encore rattraper le coup ou si le projet a été tout bonnement abandonné. Au-delà de l'aspect ludique, lui, président, est très sérieux, les sources sont à chaque fois citées et il est tenu par 4 journalistes. Une sorte de fact-checking, d'observatoire des mesures présidentielles, une affaire à suivre donc pendant le quinquennat qui s'ouvre. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Carèche. Vous venez d'entrer dans la Carèche Expérience, ou comment créer le buzz avec une vidéo interactive. Aujourd'hui, je suis là pour annoncer que je me présente aux législatives, à la présidentielle, ou que je me présente à ta mère. Au fil des clics, ce député socialiste de la 18e circonscription de Paris entraîne l'internaute dans un monde loufoque, peuplé de danseurs hip-hop, de quiche Lorraine et de ta mère, qui n'est pas ta mère en fait, mais la suppléante de Christophe Carèche. Bonjour Christophe. Car oui, l'objectif est bien là, derrière l'humour potache perce le vrai message de l'homme politique, rendu plus digeste avec de la musique made in Nintendo et une bonne louche de LOL, bien sûr. Je vous propose d'incarner les changements tout simplement en changeant de posture. Les corbeaux. À bientôt.